dans le 19:45 à la une de l'actualité. Ça y est, c'est officiel. Sadio Mané ne participera pas à la Coupe du Monde au Qatar. Le joueur a été officiellement déclaré forfait par le staff de l'équipe nationale qui a procédé avec les médecins du Bayern Munich à une IRM. L'attaquant sénégalais va même subir une opération. Dans ce journal, la réaction du médecin de la fédération. Et puis les enseignants de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se sont illustrés au concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odonto-stamologie, médecine vétérinaire et production animale. L'UCAD a eu 51 agrégations, une prouesse saluée par le ministre de la Santé. Dans ce journal, la réaction des étudiants de l'UCAD. Et depuis hier, mercredi, le Maroc accueille la première conférence africaine sur la réduction des risques en santé, assurer un accès équitable à des services de santé de qualité à tous les Africains et arriver à la souveraineté sanitaire. C'est ce que souhaitent les décideurs africains. Dans ce journal, on fera le point sur cette conférence avec nos envoyés spéciaux à Marrakech. Et à partir de ce soir, Iéclair lance une série de reportages sur le parc Nyoko-Lokoba de fleuve Gambie, une merveille écologique qui démarre cette série. Il traverse le parc sur 200 km. Ce sera dans la rubrique environnement avec Papa Ibrahim Ndiaye. Dans ce journal, on parlera également de culture avec le tournage de la saison 2 de la série Wara, une fiction à suspense avec en toile de fond une aventure politique. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. L'attaquant sénégalais Sadio Mané ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Le joueur a été officiellement déclaré forfait par le staff de l'équipe nationale du Sénégal qui a procédé avec les médecins du Bayern Munich à une IRM. L'attaquant sénégalais devrait même subir une opération très prochainement. Je vous propose d'écouter Manuel Alfonso, c'est le médecin de la fédération. Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l'heure et en fait depuis la blessure de Sadio Mané qui est arrivée le 8 novembre, on avait pris contact très rapidement avec le club du Bayern de Munich pour avoir les informations en primeur et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu'il avait passée qui montrait une blessure au niveau de son genou droit et pour laquelle ils nous ont conviés à aller examiner le joueur et réexaminer les images au sein du club. Ce pourquoi je me suis déplacé les 10 et 11 novembre pour avoir toutes ces données. Et il avait été conclu de refaire une IRM aujourd'hui pour contrôler l'évolution, pour savoir s'il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour ce mondial. Malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé. Et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, normalement, une intervention chirurgicale devrait être programmée très, très prochainement. Et puis la Coupe du Monde qui démarre dans 3 jours exactement. Et puis la première conférence africaine sur la réduction des risques en santé s'est ouverte au Maroc ce mercredi. Et durant 3 jours, décideurs africains, experts internationaux vont échanger sur les défis et les orientations de l'Afrique vers une souveraineté sanitaire. L'objectif est d'assurer un accès équitable à des services de santé de qualité à tous les Africains. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a participé à l'événement ainsi que des experts sénégalais, suivant les explications de nos envoyés spéciaux au Maroc, Abdourahmane Ali et Mafalfal. Le débat africain pour réduire les risques sanitaires a mobilisé le monde entier. Des sommités qui ont proposé des pistes de réflexion en prélude à la cérémonie d'ouverture. Objectif, parvenir aux résultats escomptés à l'issue des discussions. Vous, mes chers amis, vous allez dédier vos journées ici à Marrakech à débattre et avancer dans l'identification des risques et des aléas du cerveau, c'est-à-dire des aspects biologiques et neurologiques qui provoquent des maladies. Moi, modestement, je voudrais vous accompagner avec mes réflexions sur le monde culturel, social, éthique et religieux. Un monde tellement important pour approfondir la connaissance
de ce qui aujourd'hui est un champ d'intérêt et une préoccupation majeure, la santé mentale. Diminuer les risques sanitaires en Afrique, voire les éradiquer définitivement, les principaux objectifs pour lesquels le professeur Morgan Chetty, initiateur de la conception du vaccin contre le Covid-19 en Afrique du Sud, a déroulé la recette. Il faut surtout une approche multisectorielle, selon la tutelle marocaine. Seuls les Africains sont bien sûr maîtres de leur destin. Aujourd'hui, la souveraineté sanitaire, plus que jamais, une grande question qui se pose puisque nous sommes en train de vivre des moments qui sont très difficiles. La question des réductions des risques de santé ne dépend pas seulement du secteur de la santé. C'est une question qui est intersectorielle et ne dépend pas bien sûr de la volonté seulement d'un seul pays. Elle dépend bien sûr du multilatéralisme très développé. Alors cette conférence, elle arrive au bon moment pour la raison bien simple que les besoins en santé de nos populations, à la fois chez vous au Sénégal, chez moi en Guinée, chez nos voisins, proches et lointains, ces besoins sont en train de changer. Nos problèmes ne sont plus nécessairement liés aux maladies infectieuses, mais ce sont beaucoup plus des maladies liées au mode de vie, y compris les maladies addictives, les maladies dégénératives et autres. Il faut que nos systèmes de santé s'adaptent à cette évolution. Et l'adaptation, ce n'est pas simplement construire de nouveaux hôpitaux et équiper, mais c'est aussi de changer les compétences et les capacités de notre personnel pour qu'ils puissent s'adapter à ces nouveaux services. Le Sénégal compte faire montre de son savoir-faire. Mais il faut dire également nos experts sénégalais dans toutes les matières, je ne pourrais pas même les citer aujourd'hui, aussi bien du secteur public que du secteur privé, aujourd'hui feront partie donc des panélistes et c'est extrêmement important. Le Sénégal compte également s'approprier la charte de Marrakech, les recommandations de la première conférence africaine sur la réduction des risques en santé. Le Sénégal va s'approprier de cette déclaration, comme je l'ai dit, pour aller en avant avec beaucoup de clarté par rapport à tout ce qui sera dit dans cette recommandation. Au terme de la cérémonie, le ministre de la Santé et de la Protection sociale du Maroc a procédé à la signature du cahier de la convention après avoir visité les stands mis en place en marge de l'événement. Santé, toujours le projet Continuous PV a été officiellement lancé ce début de semaine à Ziguinchor. Son but est d'assurer le continuum des soins aux couches vulnérables pour un accès équitable à des services de qualité. Le projet va se dérouler durant 3 ans dans 4 régions du Sénégal, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Kaolack. Il s'articule autour de 4 axes d'intervention que nous explique le docteur Youssouf-Fatine, médecin-chef de la région de Ziguinchor, au micro d'Assanba et Daouda Sambou. Le projet s'articule autour de 4 axes d'intervention. Le premier qui consiste en l'amélioration de l'accès au diagnostic et à la prise en charge de ces 3 pathologies, le VIH, la tuberculose et le paludisme, à travers la mise en place des unités mobiles qui vont aller vers ces populations et faciliter non seulement le diagnostic, mais également le transport des prélèvements qui seront faits au niveau de ces populations. Le deuxième axe d'intervention consiste à l'amélioration de la qualité des services de soins, Madame le gouverneur l'a rappelé, en insistant sur des activités de promotion de la santé, mais également sur les activités de diagnostic et de prise en charge auprès de ces populations. Comme vous le savez, l'État a consenti beaucoup d'efforts vraiment pour le relèvement du plateau technique, mais également au désenclavement des zones les plus reculées au niveau de Ziguinchor, avec beaucoup de projets qui sont en train d'être mis en œuvre à travers, il y a le projet Puma qui s'active également dans le cadre de la construction des postes de santé, mais également dans la dotation de ces structures en ambulance. Mais également au niveau du troisième axe d'intervention, c'est d'étendre aujourd'hui l'observatoire vraiment communautaire dans le cadre de la surveillance de ces 3 maladies. Et un aspect aussi, dernier aspect très important que je voudrais aborder, le 4e axe, il s'agit aujourd'hui de la gestion transfrontalière de ces maladies, c'est-à-dire le travail qui est en train d'être fait avec la Guinée-Bissau et la Gambie. Donc c'est les 4 axes sur lesquels nous comptons nous inscrire, qui existent déjà, mais qui gagneraient à être renforcés à travers ce projet. Et entre 2020 et 2021, le nombre de cas de paludisme a augmenté au Sénégal de 20%, le nombre de décès liés à cette maladie de près de 7%, une situation qui inquiète les autorités sanitaires, selon le docteur Doudou Sen, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Il est au micro d'Elhadj Malick Cissé. Il faudra remarquer que l'État du Sénégal fait beaucoup d'efforts,
Mais à l'horizon 2030, qui est à moins de 8 ans, je pense, il est important que l'État mette beaucoup plus de ressources, notamment dans l'acquisition des intrants, à savoir les médicaments, les moustiquaires, qui sont parfois gérés par les partenaires techniques et financiers que nous remercions au passage, notamment le Fonds mondial et l'USAID, mais également la Banque islamique de développement. Et donc ce plan de plaidoyer permettra de mobiliser des ressources internes à travers l'État du Sénégal, mais également les partenaires privés, du secteur privé qui ont intérêt à mettre de l'argent dans cette politique qui est chère au chef de l'État, à savoir l'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Nous avons constaté ces 2 dernières années une certaine augmentation du nombre de cas, contrairement après l'évaluation de notre plan stratégique 2016-2020, où nous avions senti quand même une baisse de à peu près 20% des cas de paludisme sur l'ensemble du territoire national, avec toujours une surcharge de la morbidité et de la mortalité dans les zones de Kédougou, Tamba et Kolda, où pratiquement 80% des cas de paludisme sont recensés dans ce niveau-là. Et nous avons senti à partir de 2019, surtout en 2018 avec la grève des agents de santé, une augmentation du nombre de cas de décès. À partir de 2019, on a eu une baisse, mais à partir de 2020, avec l'apparition de la pandémie de la Covid-19, une certaine augmentation du nombre de cas, comme vous venez de le citer tout à l'heure, sur le nombre de cas de 300 et quelques mille, nous sommes passés à 400 et quelques mille cas en 2021. Et ça, nous avons plusieurs facteurs qui ont été identifiés. La pluviométrie très forte, qui a entraîné des inondations, a été un des facteurs clés qui ont été identifiés dans un premier temps. Mais également l'autostigmatisation des populations face à la Covid-19. Le fait de rester chez soi provoque une augmentation des cas dans la concession. Mais également les décès qui ont été recensés pendant cette période également sont certainement dus à ça. Je vous le disais dans les titres, les enseignants de la faculté de médecine et de pharmacie se sont illustrés au concours d'agrégation en sciences de la santé du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Sur 52 candidats, 51 ont réussi ce concours à la faculté de médecine de l'UCAD. Les étudiants ont exprimé leur fierté de voir leurs enseignants briller au niveau continental. Mamadou Dia et Seydina Mbaye. Un silence cathédral règne à la faculté des médecines de l'UCAD. Dans les couloirs comme aux abords des amphithéâtres, difficile de croiser un étudiant en médecine. La fin des examens semble passer par là. Plus loin, Babacar révise ses cours. Il est enchanté par le succès de ses professeurs au concours du CAMES. Bon, une très grande fierté en tant qu'étudiant de cette faculté de savoir que nos professeurs excellent au niveau de l'Afrique et partout dans le monde. Bon, je ne peux être plus fier que ça en tout cas. Très fier et content pour ça. Sur 52 candidats pour l'agrégation, 51 ont franchi le palier. Babacar loue un corps professoral d'excellence. Ils sont excellents même, ils sont excellents. Bon, la façon de faire les cours c'est excellent et même le contenu des cours c'est au top en tout cas. Au-delà des cours, il révèle que les enseignants et les étudiants entretiennent des relations presque familiales. Ce sont d'abord nos parents, ils nous poussent vers l'excellence, ils nous motivent à travailler plus. Bon, en tant que des futurs médecins, ils nous conseillent beaucoup sur la qualité humaine d'abord d'un médecin et nous poussent à aller jusqu'au bout. Bon. Ils nous poussent au-delà de nos forces en tout cas. Ils nous motivent, ils nous encouragent à travailler plus. Les universités sénégalaises occupent le peloton de tête dans le classement du CAMES. 19 des agrégés sont majors de leur jury. Cerise sur le gâteau. Professeur Khadim Diong, pharmacien, arrive en tête de toutes les spécialités de l'ensemble des jurys. Allons à présent à Rufisque où les exploitants de la zone maraîchère de Baobab dénoncent une tentative d'accaparement de leurs terres. Selon eux, plusieurs promoteurs immobiliers tentent d'acquérir les 1050 hectares qu'ils occupent. Ils demandent une classification de la zone en zone exclusivement réservée à l'agriculture. Voyons tout cela avec Babacar Seck. Les exploitants agricoles, les Baobab, ex-Beut Sénégal, dans la commune de Diamniadio, s'inquiètent du début d'accaparement des 1050 hectares qu'ils occupent. On se rend compte aujourd'hui que Beut Sénégal est en train d'être vendu par des Sénégalais au profit des Chinois. Par quelqu'un qu'on ne connaît même pas, un Moussa Ndiaye, Moussa Diop, Moussa Dia, on lui fait un bail.
on lui demande de céder ce bail-là à un Chinois. Parce qu'un Chinois qui m'appelle, M. Hong Kong, il me dit, j'ai acheté 1 hectare devant un notaire, ici, et il m'a envoyé les papiers. Ce qu'on dit là, on ne l'invente pas. Les exploitants interpellent le chef de l'État pour l'arrêt de l'attribution des baux dans le périmètre de Bët Sénégal. Nous n'accepterons pas la présence des présences industrielles asiatiques et autres qui vont faire une mainmise sur ces terres. Ces terres ont été spoliées dans un état de concussion structuré sous la responsabilité des agents du domaine des domaines et impôts. Quant au scénario d'accaparement, nous pouvons vous en faire une économie et attendre à ce que des enquêtes soient ouvertes. Mais pour ce que nous disons aujourd'hui, on ne perdra pas les terres sans y laisser la vie. Et ça dépendra de leur comportement. Autant ils vont s'injuger à prendre nos terres, autant nous allons nous défendre jusqu'à la dernière goutte de sang que nous verserons ici. Monsieur le Président de la République, je pense que le Sénégal a tari de dialogue, a tari de l'eau dans le dialogue. Mais je pense que le dialogue des sous ne résoudra pas le problème actuel que nous connaissons. Les exploitants veulent que les 1050 hectares de Bët Sénégal propices au maraîchage soient décrétés zone exclusivement agricole par le chef de l'État. Babacar Seck, à l'occasion de sa participation à la COP27, le ministre de l'Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, est en tournée à visiter la nouvelle vallée égyptienne, une zone agricole qui couvre près de 50% du territoire. Et rien que l'année dernière, plus d'1 million de tonnes de blé y ont été produites. Et selon Aly Ngouille Ndiaye, le gouverneur de la vallée est prêt à donner des terres agricoles au Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes intéressés par ce qui est produit ici, parce qu'ici c'est une zone qui couvre, lui il est le gouverneur d'une zone qui couvre pratiquement 50% du territoire donc de l'Égypte. C'est une zone qui également a certaines spécificités, qui malgré cette spécificité également permet de faire beaucoup de choses. J'ai retenu tout simplement que c'est pratiquement 50% du territoire. J'ai retenu également que dans cette zone il pleut pratiquement une fois tous les 10 ans. Et j'ai retenu également qu'une bonne partie de l'eau qu'ils utilisent pour arroser provient donc des eaux souterraines qui peuvent aller jusqu'à 1000 mètres de profondeur. C'est extrêmement important, mais malgré cela, ils produisent beaucoup de choses. Ils ont produit rien que l'année dernière près d'1 million de tonnes de blé. Ils produisent également beaucoup de dattes. Ils produisent également des olives. D'ailleurs, ces deux aspects m'ont intéressé et j'ai discuté avec M. le gouverneur pour qu'il puisse attribuer au Sénégal environ entre 15 et 20 000 hectares au Sénégal ou à des privés sénégalais qui pourront en tout cas s'adresser à cette culture que nous aimons tant, parce que tout le monde sait que les Sénégalais consomment beaucoup d'olives, beaucoup de dattes et également beaucoup de blé. Donc je pense que cette zone étant également une zone appropriée, c'est intéressant que le Sénégal ou des privés sénégalais également puissent faire cela. Ils sont disposés à nous accompagner et dès notre retour, nous allons en parler avec le gouvernement et saisir officiellement donc, le gouvernement également égyptien pour qu'on... Et comme vous le savez sûrement, jusqu'au 20 novembre, le monde célèbre la Semaine nationale de l'entrepreneuriat. Et bien ce soir, on s'intéresse à une plateforme qui met en valeur les entrepreneurs sénégalais. Il s'agit de la plateforme KaiJob. Elle s'est donnée comme mission de mettre en avant le savoir-faire des entrepreneurs sénégalais Émile Dali Sen et Sidigna. KaiJob est une plateforme qui valorise des entrepreneurs à travers les réseaux sociaux. Les intéressés peuvent véhiculer facilement leur savoir-faire. Les souvenirs des débuts sont toujours présents. Alors, je m'en souviens qu'à nos débuts, lors de la première émission de KaiJob, notre premier entrepreneur, il s'appelait Tala. Il était dans la transformation de Tchéré avec ses sœurs. Et la DER l'a coopté pour pouvoir le financer. Et c'est à partir de là qu'on a eu un partenariat directement avec la DER et aussi d'autres instituts tels que la GIZ, etc. Donc c'est là où on a commencé à se formaliser et à accompagner en bonne et due forme les entrepreneurs. Depuis le lundi, début de la semaine de l'entrepreneuriat, l'Institut n'a pas manqué l'occasion
d'étaler son programme. Lundi passé, on a débuté la semaine de l'entrepreneuriat en tenant un panel où on a invité des coachs, des aspirants entrepreneurs, des entrepreneurs, mais aussi nos partenaires, des investisseurs, pour qu'il y ait cette mise en relation-là. Et voilà. Et on l'a appelé le Kai Chill Day. Donc ça s'est tenu le lundi passé. Hormis l'activité de promotion de l'entrepreneuriat, Kai Job mène aussi d'autres activités, comme l'accompagnement des entreprises. Nous sommes aussi dans l'accompagnement d'entreprises en online, c'est-à-dire que certaines entreprises demandent à ce qu'ils aient de la visibilité via nos plateformes. Nous sommes aussi dans la digitalisation, c'est-à-dire permettre aux entreprises, aux entrepreneurs, aux aspirants entrepreneurs d'être bien dans le digital, puisqu'on va dire que nous sommes dans l'ère du numérique. Mais aussi, autres services, nous sommes dans l'événementiel et la couverture médiatique. Entreprendre au Sénégal ne semble pas aisé, faute de soutien. Alors, avant, j'aurais dit que entreprendre au Sénégal est très difficile. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tout le temps cette aide étatique qu'il nous faudrait. Mais là, après, au fil, on va dire, de nos expériences, on a vu qu'il faut juste en fait de l'opiniâtreté. Il faut avoir de la conviction et s'affirmer, mais aussi en vouloir pour pouvoir entreprendre au Sénégal. Étendre ses activités à l'international, ce sont aujourd'hui les nouvelles projections. Alors, nos perspectives s'étendent vers l'international parce que nous voulons que Kai Job Sénégal ne soit Kai Job à l'international. Et ce qu'on voudrait, ou bien les perspectives qu'on a dans le futur, c'est avoir un agrandissement de nos locaux pour pouvoir incuber plusieurs entrepreneurs dans leurs activités, parce que tout le monde sait qu'un entrepreneur a besoin d'espace, a besoin d'outils nécessaires pour son accompagnement. Durant l'année, Kai Job a appuyé 700 jeunes entrepreneurs via la plateforme, en online comme en offline. Parlons à présent de la journée culturelle et religieuse en hommage à Serigne Mohamedou Lamine Bara Mbacké. Elle est prévue ce 19 novembre au CICES et en prélude à cet événement, le dispositif sécuritaire est au point. Plusieurs éléments de la gendarmerie vont encadrer l'événement. Elhadj Samba Diaw, coordonnateur de Massalikul Jinan, invite au respect des consignes sécuritaires. Je vous propose de l'écouter au micro de Serigne Gakou Aïdara. Reconnaissance pour la 15e édition des journées de Serigne Bara. Comme vous le savez, donc vous avez vu les forces de défense et de sécurité qui sont là, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie. Comme d'habitude, on a délimité le périmètre de sécurité, et, comme à l'intérieur comme à l'extérieur, les points de cuisson, et partout où il y aura un rassemblement, les forces vont les sécuriser. Donc, on invite la population quand même à respecter les consignes de la sécurité. Il y aura le permis de sécurité qui sera même au-delà même du CICES, mais qui va commencer à l'extérieur du CICES. Donc, conformez-vous aux instructions des forces de l'ordre qui seront là. Et au passage, nous remercions le président de la République qui a toujours vraiment appuyé le comité d'organisation à travers Seigne Bass et le coordinateur général et le président du comité, Seigne Djili. Au passage, le premier ministre Amadou Ba et le ministre des Forces armées qui a en charge les gendarmes et le ministre de l'Intérieur en charge des Comme je vous le disais dans les titres, IEClair propose à partir de ce soir une série de reportages sur le parc Nyokolokoba et pour démarrer le fleuve Gambie. Une merveille écologique qui traverse le parc sur 200 km. Une merveille menacée par l'orpaillage traditionnel et industriel. Et pour le préserver, la direction des parcs nationaux prône un renforcement du contrôle sécuritaire et scientifique. Papa Ibrahim Ndiaye et Serigne Saliou Dème. En face de lui, une prise de vue s'impose forcément pour immortaliser le moment. Il est source d'abondance, de beauté, mais surtout de vitalité. Le fleuve Gambie ne cache pas non plus
sa générosité en traversant le parc de Nyokolokoba sur 200 km. Un bienfait pour la faune, la flore et l'humain. C'est un fleuve qui a des conséquences écologiques extrêmement importantes sur le réseau des mares au niveau du parc. Donc, il y a certaines mares qui sont connectées avec le fleuve Gambie, d'où l'eau quitte le fleuve pour aller remplir ces mares-là. Et ces mares-là, ce sont des zones de prairies qui permettent à la faune sauvage de se nourrir, mais également de boire de l'eau. Mais sa beauté qui semble être intarissable et en même temps un trompe-l'œil. L'orpaillage traditionnel et industriel constituent des menaces écologiques pour le fleuve au sein du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc imaginez, nous qui partons sur le terrain, déjà je ne parle pas des animaux, je parle même des gens eux-mêmes. Déjà nous, quand on est en patrouille, en brousse, si on n'a plus d'eau, on est obligé de taper au niveau du fleuve. Donc imaginez les substances là qu'on verse au niveau du fleuve, nous on les consomme en tant qu'humains, je ne parle même pas des animaux. Donc idem pour les animaux qui à un certain moment de l'année, ils n'ont que la Gambie pour boire. Pour renforcer la surveillance contre la pratique bannie, la direction des parcs nationaux mise notamment sur le contrôle scientifique. Dans ce sens-là aussi, nous avons acquis, avec l'appui de la Fondation Chérifien des Phosphates, un laboratoire mobile et un laboratoire fixe qui nous permettra aussi de faire des analyses pour voir est-ce que les données que nous recevons des miniers, est-ce que c'est les mêmes données, après analyse, est-ce que c'est les mêmes données que nous avons pour faire une comparaison. Ça, c'est extrêmement important. Mais pour préserver le fleuve Gambie, l'une des merveilles du patrimoine mondial de l'UNESCO, les éléments des parcs nationaux se mobilisent pour marcher sur les pas des orpailleurs. Il y a les traces qui sont là, les chaussures plastiques. Il y a des gens qui sont entrés. Ces traces-là, ça n'a pas duré. C'est aujourd'hui, même c'est récent. Objectif, enrayer tout acte qui pourrait détruire les sites vitaux du parc de Nyokolokoba. Le tournage de la saison 2 de la série Wari, développée par Charlie Beto et Magagi Issoufou Sani, créateur nigérian, a démarré. La fiction co-réalisée par le franco-sénégalais Oumar Diak et le franco-gabonais Marco Chico repose sur des talents panafricains accomplis. Une série à suspense avec en toile de fond une aventure politique. Awa Diop et Augustin Mandan ont rencontré l'équipe de tournage de la série Wara. Montée au Sénégal en coproduction avec la structure de production de l'ONG RAES, cette seconde saison se développe en 6 épisodes de 45 minutes, retraçant les chroniques d'une société en mouvement vers sa libération d'un joug politique. Je pense que tous les sujets sont politiques, quels que soient les thèmes qu'on aborde. Après, le genre qu'on a utilisé, effectivement, on s'est dit on va raconter une histoire thriller, un genre thriller, où on va mêler des histoires politiques qui lient nos personnages. Mais en fait, pourquoi on a choisi ce genre, c'est parce que aujourd'hui, la place de la jeunesse, pour que la jeunesse se fasse entendre, elle doit s'engager en tant que citoyenne. Et pour s'engager, eh bien, il faut qu'elle ait une démarche militante et donc politique, puisqu'elle va débattre de sujets. Et que vous voyez ça sur le continent africain ou dans tous les pays du monde, la jeunesse a du mal à faire sa place. Wara, ou Fauve en langue bambara, a pour objectif de s'inspirer de cette réalité africaine tout en utilisant des codes et procédés de mise en scène qui vont permettre d'avoir un message universel pour faire la passerelle entre différentes populations. En fait, au départ, la création de cette série s'est faite avec Magagi Issoufou Sani, qui est un Nigérien, et le souhait de travailler ensemble était de partager une idée qu'on avait de la jeunesse, et que la sienne était de Zinder, en Afrique, et la mienne d'Europe. Et on s'est rendu compte, en se rencontrant, deux auteurs avec des cultures différentes, on avait les mêmes messages à faire passer sur la jeunesse dans le monde moderne d'aujourd'hui.
Le casting panafricain a réuni de talentueux acteurs connus de la scène cinématographique. Actrice interprétant Salimata Diallo dans cette série, elle joue le rôle d'une femme forte, très ancrée dans ses coutumes et qui a dû élever seule sa petite fille Aïcha suite à la disparition de sa fille Yasmine. Et là, on va découvrir ma petite fille qui a grandi, qui était à l'université, qui a pris le galon, qui a un leadership extraordinaire, qui se fait remarquer par les bonnes choses qu'elle met en place. Elle sait ce qu'elle veut, elle a hérité ça de sa mère, qui a décidé de revenir pour qu'on fasse un procès parce qu'on l'a accusée d'avoir tué son mari, alors qu'en fait, elle s'est défendue. Tout d'un coup, on te donne en mariage à quelqu'un, tu as 15 ans, tu as ton petit amoureux de 15 ans, tu es même enceinte, on va le découvrir. Et on te donne en mariage, moi je la donne en mariage, c'est ma fille dans le film Sugar, et Aïcha Diallo est ma petite fille. Donc voilà, maintenant on est sur un procès où tout le monde la traite de sorcière, elle est malmenée, vilipendée, tout le monde se demande pourquoi elle est revenue, mais elle est revenue pour montrer carrément que oui, l'histoire s'est passée, elle est là, on ne peut pas l'effacer, mais il faut que je me débatte pour montrer comment ça se passait pour l'opinion publique. Dans le costume de Moutari Ouara, enseignant en droit, il se retrouve dans un combat politique poussé par Aïcha Diallo, une de ses étudiantes, à s'engager personnellement pour les élections municipales. Acteur burkinabé, metteur en scène et réalisateur, Isiaka Sawadougo parle de saga politique où chaque acteur, au-delà du rôle, apporte sa touche artistique. C'est un challenge. Pour moi, tout projet artistique dans le domaine du cinéma, du théâtre, de la culture, pour moi, c'est un challenge, c'est un défi qu'il faut relever. Et justement, le rôle de Moutari Ouara est vraiment un grand défi pour moi en tant qu'acteur. C'est une grande série, une grande histoire. C'est une première en Afrique quand on voit une série qui traite des sujets politiques et de droit. Et vous savez que ce sont des matières, la politique, le droit, on parle beaucoup. Ouara propose ainsi une fresque politique très vivante dans une société africaine francophone contemporaine. Dans cette série, chacun sera confronté à ses choix face à la corruption, au clientélisme et au respect de ses valeurs. Bravo! Bravo! Merci à Awa Diop. Juste vous rappeler que ce qu'on redoutait tous, c'est finalement arrivé. Le Sénégal jouera sa Coupe du Monde au Qatar sans son leader Sadio Mané. Son forfait a été officiellement annoncé après des résultats de la deuxième IRM effectuée aujourd'hui. Sadio Mané va se faire opérer. Il va donc officiellement être forfait pour la prochaine Coupe du Monde. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité et l'info continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.